Bonjour, je me présente, je suis Jean Garrigue et je vais vous faire un cours d'algèbre et d'analyse sensorielle pour l'étude des milieux continus. Je voulais remercier l'École centrale de Marseille qui nous a prêté le matériel d'enregistrement et aussi cet amphithéâtre. Bien, l'objet de ce cours, ça n'est pas de la mécanique, c'est de la préparation à la mécanique. C'est-à-dire que, essentiellement, dans ces 2 journées, nous allons seulement faire des mathématiques. Pourquoi des tenseurs? Eh bien, premièrement, parce que la représentation mathématique intrinsèque de certaines grandeurs physiques est utile en mécanique. Par exemple, les déformations, les efforts intérieurs, d'autres grandeurs physiques qu'on verra passer au cours de la mécanique quand on verra dans les autres séances. Les opérations tensorielles sont intrinsèques et les équations de la mécanique des milieux continus, la MMC, sont intrinsèques. Intrinsèque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les expressions tensorielles sont valables pour toute base et pour tout système de coordonnées. Donc, au programme de ces 4 séances, on va commencer par parler d'algèbre. On définira les tenseurs d'ordre P, composantes, variances, opérations tensorielles, tenseurs fondamentaux. Ensuite, on parlera des tenseurs du second ordre, plus spécifiquement, parce que vous savez quand même que les tenseurs du second ordre jouent un rôle très important en mécanique des milieux continus. Donc on définira différentes sortes de propriétés pour les tenseurs du second ordre. La deuxième partie d'analyse, on parlera de fonctions tensorielles. Alors donc T de x, ça signifie que c'est un tenseur qui est fonction d'un nombre réel. F de t, ça définit qu'un nombre réel est fonction d'un tenseur ou fonction de plusieurs tenseurs, et l'apothéose, donc c'est U de t, c'est-à-dire que vous avez un tenseur qui est fonction de tenseur. Pour ça, on devra définir des concepts comme la dérivabilité, la différenciabilité et essentiellement les fonctions isotropes. C'est un peu l'aboutissement de cette partie du cours, parce que l'utilisation des fonctions isotropes vont apparaître lorsqu'on fera de la thermodynamique. C'est une propriété essentielle dont on aura besoin. Enfin, on parlera des champs de tenseurs, parce que rien n'est simple. À chaque fois que vous parlez de déformation, de contraintes, etc., c'est réparti dans l'espace de manière non uniforme, donc on est obligé de les décrire avec des champs. Et on sera amené donc à généraliser les notions de gradient, divergence, rotationnel, laplacien pour des champs de tenseurs et non pas pour des champs de vecteurs ou des champs de points. Bien. En première partie, nous allons commencer avec l'algèbre tensorielle. L'algèbre, c'est un ensemble d'opérations algébriques que l'on va définir sur l'ensemble des tenseurs. Avant de commencer cette algèbre, je voudrais introduire ce qu'on appelle la convention d'Einstein, c'est-à-dire une espèce de convention d'écriture qui a été inventée par Einstein pour ses calculs en relativité, mais qui est aujourd'hui largement utilisée ailleurs qu'en relativité, et comme je vais vous le montrer par la suite. Regardez cette expression, somme de i égale 1 à n, de somme de k égale 1 à n, de aik, bj, ck. Bon, c'est une double sommation, qui représente aussi une double sommation, ça veut dire qu'il y a n de termes dans cette somme, et que chaque terme de la somme, en fait, est un produit de 3 réels. Bien. Donc, ce nombre, on peut l'appeler petit d. Je vais compliquer encore un petit peu et dire que les quantités A, qui ont 2 indices, en fait, je vais leur en donner un troisième, l'indice J. Et donc, en fait, vous voyez bien que si je rajoute un indice J à la quantité A, ça veut dire que je vais calculer J réel, petit d, donc je les note D indice J. La convention d'Einstein, elle consiste à supprimer les signes sigma. Donc vous voyez sur la ligne du haut en rouge, au lieu d'écrire le double sigma, eh bien je ne l'écris pas, tout simplement. C'est seulement ça. Pourquoi on ne les écrit pas? Parce que dans les calculs qu'on va faire, eh bien ça sera toujours de 1 à n, donc ce n'est pas la peine de répéter tout le temps que l'indice de sommation est de 1 à n.
Ce qu'on appelle un indice de muet, c'est un indice de sommation. Il y en a un en haut et un autre en bas. Ils sont dits muets. Pourquoi? C'est parce qu'on peut changer leur nom. Vous voyez que dans l'écriture de la ligne du haut, vous voyez que l'indice I, ce qui veut dire donc somme de I égale 1 à N, peut être remplacé par l'indice M, qui voudrait dire somme de M égale 1 à N. Donc il n'y a rien de changé. Les indices de sommation, vous pouvez les changer. Les indices réels, en revanche, doivent être identiques dans chaque monôme d'une somme ou d'une égalité. Donc vous voyez par exemple dans la ligne du haut, l'indice J doit être le même de chaque côté dans toutes les égalités, hein, et il doit être unique. Bien, donc les règles de la convention d'Einstein, je les résume. Règle 1, indice muet, dans un monôme, c'est-à-dire donc tel qu'il est écrit au-dessus, un indice muet figure exactement deux fois, une fois en haut et une fois en bas. C'est à ça qu'on va repérer qu'il y a une sommation. La deuxième règle importante, les indices réels, dans une égalité ou une somme, chaque monôme doit avoir les mêmes indices réels, uniques et à la même hauteur. Vous voyez par exemple en haut, en rouge, vous voyez l'indice J, il est en bas des deux côtés de l'égalité et il figure une fois dans chaque monôme et c'est le même de chaque côté de l'égalité. Quelques corollaires qui vont vous servir en fait de garde-fou à vérifier quand on débute dans la notation d'Einstein. Dans un monôme, aucun indice ne peut figurer plus de deux fois. S'il figure plus de deux fois, c'est que vous avez fait une mauvaise manipulation d'indices. Chaque sommation doit avoir un couple d'indices de sommation de non différents, sinon on mélange les deux sigma et on n'y comprend plus rien. Et certaines sommations ne peuvent pas s'écrire avec la convention d'Einstein. Il faut le savoir, c'est-à-dire que ça c'est utile quand on travaille sur des composantes ou bien sur des coordonnées, mais seulement dans ces cas-là. Par exemple, si vous voulez calculer la somme des n premiers nombres, eh bien vous devez écrire somme de i égale 1 à n de i, hein, et le résultat est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Et donc ce résultat, vous voyez, vous ne pouvez pas l'écrire avec la convention d'Einstein parce qu'il n'y a pas d'indice à répéter dans cette sommation. Encore un petit symbole à introduire pour la suite, que j'utiliserai souvent, le symbole de Kronecker. Donc sa définition est simple, on le note delta ij, c'est donc un truc à deux indices, et il vaut 1 si i est égal à j, et il vaut 0 si i est différent de j. Quelques exemples. Vous avez une sommation ici, puisque j'ai écrit ij delta i en bas k en haut, vous avez une sommation. Si vous développez mentalement cette sommation, puis à cause des propriétés de delta ik, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de termes qui seront nuls, sauf lorsque i est égal à k. Donc en fait, il n'y a qu'à garder les termes non nuls, c'est-à-dire que c'est lorsque i est égal à k, donc j'ai remplacé i par k sur la gauche, là, et donc ça s'écrit tout simplement tkj, c'est-à-dire que j'ai simplifié cette expression. Vous avez delta ji, sommé avec cette fois-ci un vecteur, hein, les caractères gras sont des vecteurs, avec un vecteur que j'ai numéroté ei. Eh bien, ça aussi, ça peut se simplifier en ne considérant que le vecteur EJ, hein, puisque dans la sommation sur I, eh bien, les seuls termes non nuls vont être lorsque I est égal à J. Bon, question. Est-ce que quelqu'un peut-il me donner le résultat de cette simplification? Vous avez repéré qu'il y avait un indice de sommation, hein, I, et donc le résultat, c'est quoi? Bon. Eh bien, c'est n. Pourquoi? Parce que c'est une sommation de i égale à 1 à n, de delta 1, 1, plus delta 2, 2, plus delta 3, 3, etc. Et comme vous faites une sommation de 1 à n, le résultat est n et non pas 1. Bien. Alors, on voulait parler de tenseurs, et voilà que je mets un titre, algèbre vectorielle. En fait, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur les vecteurs, c'est seulement pour réviser quelques notions, et aussi vous familiariser avec les conventions d'Einstein. Voilà. Alors, les notations que je vais employer.
grand V avec double barre, comme ça, ce sera toujours, les doubles barres sera toujours des ensembles. Hein. C'est l'espace vectoriel euclidien de dimension n. E avec un point en bas, entre accolades, ça signifie, l'accolade signifie qu'on a une liste. Le point, c'est quand je n'ai pas envie d'écrire tous les indices, donc ça veut dire en fait E1, E2, E3 jusqu'à E1, En. Donc la liste contient n vecteurs E, et ça sera une n base quelconque de V. Par quelconque, j'entends que vous pouvez choisir celle que vous voulez et donc surtout pas orthonormée. C'est-à-dire, enfin, vous pouvez prendre des bases orthonormées, mais en fait, on raisonnera sur des bases qui ne sont pas orthonormées a priori, c'est-à-dire quelconque. V, en gras, donc c'est un vecteur de V. Hein, et donc, vous savez bien, dans les espaces vectoriels, que tout vecteur est une combinaison linéaire des vecteurs de base. Et donc que V indice IEI désigne en fait la sommation que vous avez en gris à droite, que je vous rappelle pour la dernière fois. Hein, c'est la somme de V1 avec le vecteur E1, plus la somme du nombre V2 en haut avec le vecteur E2, etc. Bon, c'est tout vecteur est une combinaison linéaire de ces vecteurs de base. Bien, définition. Les V indices sont appelés les composantes contravariantes du vecteur V. Alors pourquoi contravariantes? On va le voir bientôt, mais je donne le bon nom tout de suite. D'habitude, vous dites les composantes du vecteur V, tout simplement, hein, mais on va voir qu'on va définir des composantes qui ne sont pas contravariantes. Changement de base. Alors, comme tous les vecteurs, il faut apprendre à changer leur base. Alors, définissons une nouvelle base que je note E'. Hein, donc voilà l'ensemble des vecteurs de base E'. Hein. Et donc la meilleure manière de définir une nouvelle base, eh bien, c'est de donner les composantes des vecteurs de la nouvelle base sur l'ancienne base. C'est ce que j'écris ici. Donc A, I, J, I en haut, J en bas, c'est la ième composante contravariante du vecteur E', J, sur la base E'. Voilà. Alors, ce qu'on appelle matrice de passage, en fait, les AIJ, puisque c'est des quantités à deux indices, eh bien, vous pouvez les ranger dans une matrice. Hein, et donc, c'est la matrice de terme général AIJ qu'on appelle habituellement dans les cours élémentaires la matrice de passage de E à E'. Inversement, je peux aussi bien exprimer l'ancienne base, EJ, par ses composantes sur la nouvelle base E'. Ce que je fais ici avec les nombres B, I, J, hein, qui représentent en fait, là encore, la ième composante contravariante du vecteur EJ, l'ancienne base, sur la nouvelle base E'. Et parallèlement, donc on appellera la matrice de passage de E' à E, hein, la matrice dans laquelle on range les termes B, I, J. Relation entre les matrices de passage, eh bien, on a les matrices B et A qui sont des matrices inverses. Alors ça, c'est un petit exercice que je vous suggère de faire. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, en fait, la solution est dans le PDF que vous avez à disposition sur mon site, dont vous avez vu l'adresse sur la page. Donc, rappel, on a un changement de base, donc les E' définis en fonction des EI avec les nombres AIJ, les EJ définis en fonction des E' avec les B, et les matrices de ces deux séries de nombres sont des matrices inverses. Bon, si on veut changer les composantes de V, vous avez un vecteur, on l'avait dans l'ancienne base, on connaissait les composantes dans l'ancienne base, et on veut trouver les composantes dans la nouvelle base. Bon, en fait, c'est pas difficile. Vous écrivez le vecteur dans l'ancienne base, c'est ce que je vais écrire ici, VIEI. Ensuite, en utilisant la formule qui est en rouge sur la première ligne, eh bien, je sais exprimer le EI en fonction des E'. Et bon, ça y est, je mets entre parenthèses juste pour souligner, il n'y a qu'à regarder cette formule avec les bonnes lunettes, et vous voyez que ce qui est entre parenthèses, c'est la composante du vecteur V sur la base E', J. D'accord? Donc en fait,
vous avez V'J en haut, hein, c'est toujours des composantes contravariantes, qui s'écrit avec VI multiplié par BJI. Alors, vous pouvez aussi bien l'écrire comme ça. Ça, c'est un des grands avantages de la notation indicielle, c'est-à-dire que j'ai ici, c'est-à-dire que comme le produit de deux nombres, même à l'intérieur d'une somme, est commutatif, hein, eh bien, ça ne change rien. Et pour ceux qui aiment bien, on peut traduire cette égalité indicielle, donc ce terme rouge ici et le terme là, hein, ces égalités indicielles par une égalité matricielle. Bon, alors, il faut faire attention avec les matrices, c'est plutôt en fait une mauvaise idée de vouloir traduire des égalités indicielles par des égalités matricielles. On a l'impression de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît bien, mais c'est dangereux parce qu'on peut se tromper. Vous savez que le produit indiciel, je l'ai montré sur l'égalité de gauche ici, hein, c'est commutatif. Le produit matriciel, ce n'est pas commutatif. Donc il faut trouver le bon produit de matrice dans le bon sens, etc. Et donc c'est finalement plutôt une mauvaise idée que de vouloir traduire ça en matrice. Hein. Donc gardez les expressions indicielles comme celle-là, finalement elles sont sans ambiguïté et ça exprime clairement les sommations qu'on doit faire, quel que soit l'ordre dans lequel on écrit les termes dans un produit. Bien. Alors, pourquoi j'ai dit composante contravariante? Eh bien, c'est que pour exprimer la nouvelle base sur l'ancienne, j'ai besoin de la matrice A. Et pour exprimer les nouvelles composantes en fonction des anciennes composantes, eh bien, j'ai besoin de la matrice B. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit contravariant. D'accord? Voilà. Bien. Même si vous faites le changement de base inverse, ça vous le vérifierez tout seul, hein, eh bien vous verrez que c'est aussi contravariant. C'est-à-dire que j'exprime l'ancienne base sur la nouvelle avec la matrice B, et j'exprime les anciennes composantes en fonction des nouvelles composantes avec la matrice A. Vous voyez? C'est la même chose, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est contravariant. Bien. Alors, on va introduire un truc... certains d'entre vous ont certainement entendu parler du qualificatif dual en algèbre. Hein. Donc là, je vais l'introduire d'une manière complètement intrinsèque. On va appeler la base duale, donc une autre base, mais elle va être numérotée avec des indices en haut, comme vous voyez ici. Hein, et on va l'appeler base duale de E point en bas. En fait, ce sont les n vecteurs qui sont définis par l'égalité EI en haut, scalaire, EJ en bas, égale delta IJ. Alors, est-ce que ça définit bien une base, ça? Hein? Bien, en fait, oui. Imaginez seulement dans la dimension 3. Que veut dire cette égalité à droite? Ça veut dire si je veux, par exemple, évaluer le vecteur, définir le vecteur E1 en haut. Eh bien, je sais, à cause de cette égalité et des propriétés de delta IJ, qu'il est perpendiculaire à E2 en bas et perpendiculaire à E3 en bas. D'accord? Donc, E1 est collinéaire à la normale au plan E2, E3. Et il est complètement déterminé par le fait que son produit scalaire avec le vecteur de même indice, c'est-à-dire E1 en haut scalaire E1 en bas, est égal à 1. Ça détermine complètement le vecteur E1. Vous voyez? Ça le détermine complètement. Le produit scalaire est positif, donc il est du même côté que E1 en bas. Hein, et sa longueur est déterminée par la valeur du produit scalaire. Donc en fait, ça définit bien une base, hein, et cette base, on va l'appeler la base duale de la base ordinaire E point en bas. Bien. Les composantes sur la base duale. Eh bien, vous avez le vecteur V, vous avez le droit d'écrire ces composantes sur la base duale, et donc vous écrivez V égale Vj en bas, cette fois-ci, avec multiplié, une combinaison linéaire, avec les vecteurs EJ en haut. Hein. Donc toujours à cause des règles de la sommation d'Einstein, si je veux faire une sommation, il faut que les deux indices de sommation soient à des hauteurs différentes. Donc en fait, vous voyez bien que pour un vecteur, je peux donner ses composantes Vj en haut, ça c'est les composantes sur la base ordinaire, ou bien Vj en bas, ça c'est les composantes sur la base duale. Ce n'est pas les mêmes. Hein. Bien. Donc ces composantes-là, on va les appeler covariantes. Pourquoi? Alors, première chose, petit exercice que vous trouverez facilement, c'est que les VK en bas, donc l'égalité de gauche, pardon, que vous avez là, hein,
Eh bien, c'est tout simplement le produit scalaire du vecteur V avec la base ordinaire. Voilà, alors ça, c'est un petit exercice à faire, c'est pas compliqué, il suffit d'utiliser la définition des relations entre la base duale et la base ordinaire, et vous trouverez ça très facilement. De même, les VK en haut peuvent être considérés comme le produit du vecteur V avec la base duale. Et donc, vous voyez, j'ai pas tellement besoin de réfléchir pour écrire ces égalités, j'ai juste à respecter, alors normalement il faut les démontrer, mais j'ai juste à respecter les conventions d'Einstein. Vous voyez que là l'indice réel K il est en bas, donc là l'indice réel et K est en bas aussi. Vous voyez? Donc ça nous aide des conventions d'Einstein pour trouver les formules un peu automatiquement, même si on ne veut pas faire la démonstration. Bien sûr, il faut démontrer. Donc ces solutions, vous les trouverez dans le PDF, hein. Et donc cette propriété va être très intéressante parce que, en fait, vous voyez que pour regarder les composantes ordinaires, donc VK en haut, les contravariantes, bon, il suffit de connaître la base duale, mais en fait, on n'a jamais besoin d'utiliser la base duale parce que si je veux les composantes sur la base duale, eh bien, je n'ai qu'à faire le produit scalaire avec la base ordinaire. Voilà, alors donc la covariance des composantes, donc ça va s'appeler des composantes covariantes, quand l'indice est en bas, c'est-à-dire des composantes sur la base duale, c'est des composantes covariantes. Pourquoi? Eh bien, si on fait le même calcul que tout à l'heure, à savoir que je sais que pour trouver la nouvelle base, en fonction de l'ancienne, j'utilise la matrice A, et pour trouver les nouvelles composantes covariantes, hein, eh bien, j'utilise aussi la matrice A. Vous voyez? Donc, c'est complètement différent. Alors, je sais que quand on fait des études élémentaires, on a l'habitude d'utiliser des bases orthonormées. J'ai peut-être oublié de le préciser clairement ici, c'est que les bases que j'ai prises étaient des bases absolument quelconques. Vous voyez? Et donc, en fait, si vous utilisez des bases orthonormées, cette définition-là, si vous y réfléchissez, eh bien vous verrez que la base duale d'une base orthonormée, c'est la même base, c'est la base elle-même. Mais quand on est dans des bases quelconques, eh bien c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai du tout. D'accord? Bien. Alors donc en fait, on a deux sortes de composantes que quand on est un peu petit, eh bien on a l'habitude de confondre. Soit vous dites la composante d'un vecteur, donc la composante contravariante, c'est les coefficients de la combinaison des linéaires avec les vecteurs de base. Hein. Soit on dit quelquefois aussi la composante d'un vecteur, c'est le produit scalaire avec les vecteurs de base, mais ça n'est vrai que si la base est orthonormée. Sinon, les produits scalaires, c'est-à-dire les composantes covariantes, ne sont pas les mêmes que les composantes contravariantes. D'accord? Bon, alors, je fais tout ce cours dans des bases quelconques. D'abord parce que ça va m'être utile dans la suite. Quand on parlera de système de coordonnées, eh bien, on utilisera des bases qui ne sont pas orthonormées, donc autant en parler tout de suite. Donc c'est vrai que quand on utilise des bases orthonormées, la base duale et la base ordinaire sont les mêmes, et donc ça simplifie un peu les choses, mais je reste dans le cas général dans tout le cours. Donc finalement, pour écrire un vecteur, vous pouvez écrire par ces composantes contravariantes, donc sur la base ordinaire. Il est aussi égal avec une combinaison de ces composantes covariantes, mais sur la base duale. Hein. Et comme les VJ en bas, c'est le produit scalaire avec les vecteurs de la base ordinaire, vous pouvez l'écrire comme ça aussi, ou aussi bien l'écrire comme ça aussi. D'accord? Voilà. Donc voilà ce qu'est la base duale et comment, avec cette base duale, je définis d'autres composantes pour un vecteur qui sont les composantes covariantes. Hein. C'est-à-dire que je saurais écrire les changements de base avec la matrice A et pas avec la matrice C. Bon, voilà. Alors on va maintenant parler de tenseurs. Mais donc on va utiliser ce que j'ai dit sur les vecteurs, notamment en utilisant abusivement tantôt la base ordinaire, tantôt la base duale. On se permettra de passer de l'un à l'autre comme on veut. Alors tenseur, la première chose à faire, c'est de définir ce tenseur. Qu'est-ce que c'est qu'un tenseur d'ordre P? Eh bien, c'est une application P linéaire de V à la puissance P. Alors, V à la puissance P, ça veut dire V croix V, croix V, croix V, P fois. C'est-à-dire que vous prenez P vecteurs. Hein. Vous prenez ces P vecteurs
Et cette application linéaire, P linéaire, hein, donc linéaire pour chacun des arguments, hein, donne un résultat dans R. Donc c'est une application à valeur réelle. Bien. Alors je rappelle, pour ceux qui en auraient besoin, ce qu'est la linéarité, ce que signifie la linéarité. Hein. Vous avez vu que, vous voyez plutôt que le deuxième argument de t, je l'ai remplacé v par v plus v', hein, eh bien le résultat sera t avec v, et puis plus le résultat avec v'. Oh là là, bon, pardon. Bien. Alors donc, ça c'est le premier point de la linéarité. Le deuxième point de la linéarité, c'est que si vous multipliez un argument par lambda, eh bien le résultat est multiplié par lambda. Le réel résultat est multiplié par lambda. Bon, et là c'est P linéaire, c'est-à-dire que c'est linéaire par rapport à chacun des arguments. Hein. Quelques exemples. Voilà, je définis ici un tenseur d'ordre 3 qui prend donc à manger 3 vecteurs, x, y, z, hein, et dont le réel résultat est défini comme ça, c'est-à-dire 3x scalaire 2z vectoriel y. Bon, alors je vous fais grâce de la vérification, mais pour affirmer que c'est un tenseur d'ordre 3, il faut vérifier que c'est bien linéaire par rapport à chacun des arguments x, y, z. D'accord? Donc, vous le vérifierez, vous verrez, c'est un tenseur d'ordre 3. En revanche, ça n'est pas un tenseur d'ordre 3. Pourtant, je n'ai pas changé grand-chose. Hein. J'ai remplacé le produit vectoriel par un plus. Vous voyez? Et ça n'est pas un tenseur d'ordre 3. Donc méfiez-vous, toutes les applications qui prennent 3 vecteurs ne sont pas forcément trilinéaires. Hein. Là, par exemple, si vous multipliez y par lambda, vous voyez clairement que le résultat n'est pas multiplié par lambda. Donc ça n'est pas linéaire. D'accord? Alors donc ça c'est indispensable hein, de retenir que c'est une application P linéaire et chaque fois que je vais faire parler de tenseur, je suppose que c'est P linéaire et j'utiliserai cette propriété dans tous les calculs. Bien. Alors, exemple, pour un tenseur d'ordre 3, on va définir ce qu'on appelle les composantes d'un tenseur. Pourquoi je prends ça pour un tenseur d'ordre 3? C'est parce que c'est suffisamment général, et puis ça me fait écrire moins de choses. Si je prenais un tenseur d'ordre P, j'aurais P arguments. Hein. Donc là, 3, c'est suffisamment général. Bien. Alors, vous voyez que le tenseur, il s'applique à x, à y et à z, et le résultat est un réel. Je peux écrire le vecteur x, par exemple, sur ses composantes sur la base ordinaire. Hein. De même, le vecteur y peut être écrit aussi par ses composantes sur la base ordinaire, et le vecteur z peut être aussi écrit par ses composantes sur la base ordinaire. Bon, là, j'utilise la trilinéarité du tenseur. Puisque j'ai dit que c'est un tenseur, eh bien, en fait, je peux sortir les xi, yj, zk, hein, à cause de la trilinéarité. D'accord? Donc je vois apparaître en fait un terme qui est T, le tenseur, appliqué à 3 vecteurs de base, EI, EJ, EK. D'accord? C'est ça que je vais appeler composante. Et je les noterai donc en raccourci. Hein. T indice IJK, en fait, c'est pour calculer la composante d'un tenseur. T indice IJK, c'est T appliqué à EJ, EI, EJ, EK. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué. Sauf que je suis en train d'usurper ici le mot composante. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas que c'est une composante, hein, mais je vais le démontrer dans un instant. Pour parler de composante, il faut qu'on ait un espace vectoriel, qu'on ait des bases et qu'on multiplie les composantes par les bases pour reconstituer l'entité. Hein. Bon, alors je l'appelle tout de suite composante, mais bien sûr, je vais le justifier dans la suite. C'est par exemple, si n est égal à 3, donc si l'espace, le vectoriel de départ des vecteurs x, y, z est égal à 3, eh bien ça vous fait 27 composantes pour le tenseur TIJK. D'accord? Bien. D'une manière générale, donc, les tenseurs d'ordre P, ben, vous le trouverez facilement, hein, c'est n à la puissance P composantes. Donc vous voyez que ça peut aller vite. Hein, c'est-à-dire que plus l'ordre est grand, plus il y a des composantes. Et au fait, au total, il y en a n à la puissance p. Bon. Maintenant, on peut jouer avec des composantes d'autres variances. Vous voyez que là, de la manière dont je m'y suis pris, vous voyez que j'ai calculé des TIJK avec des indices en bas. Hein, donc, des composantes covariantes.
On va voir qu'elles sont covariantes dans un instant, hein, mais autant s'habituer tout de suite. Par exemple, reprenez en haut. Vous voyez, en haut, j'ai écrit toujours le t de x, y, z, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'écrire le vecteur x par ses composantes contravariantes, xi en haut, et puis les deux autres vecteurs, y et z, eh bien, j'ai décidé de les écrire avec leurs composantes covariantes, donc sur la base duale. Vous voyez? Eh bien, donc, pareil, j'ai la trilinéarité, donc ceci peut s'écrire t de ei en bas, ej en haut, ek en haut, hein, multiplié par les x, y, z qui vont bien. Hein, j'ai sorti les nombres par trilinéarité du tenseur. D'accord? Donc, ce qui me permet de dire que je peux définir d'autres composantes. C'est-à-dire que je peux écrire cette composante, je vais l'appeler t i en bas, jk en haut, hein, qui est en fait l'application du tenseur t aux trois vecteurs ei en bas, ej en haut, ek en haut. Vous voyez? Donc, je peux définir plein de sortes de composantes. Hein. J'ai qu'à jouer, comme je l'ai fait tout à l'heure, à écrire les vecteurs x, y, z soit sur la base duale, soit sur la base ordinaire, et j'obtiendrai autant de sortes de composantes pour le tenseur t. D'accord? Bien. Par exemple, t ij en haut, k en bas, eh bien, c'est t appliqué aux deux vecteurs ei en haut, ej en haut, donc des vecteurs de la base duale, et ek en bas. Vous voyez? Donc, en fait, je peux fabriquer plein de sortes de composantes avec des indices qui sont soit covariants, soit contravariants. Bon, et puis, etc. C'est-à-dire, vous pourrez continuer tout seul. Bon, donc, d'une manière générale, l'application d'un tenseur T à trois vecteurs va pouvoir s'écrire en regardant l'égalité du haut, là, la première ligne. Hein, eh bien, vous voyez que c'est T de x, y, z, c'est TIJK xi, yj, zk, donc là c'est tijk en bas, c'est-à-dire les composantes complètement covariantes, mais sommées avec les composantes contravariantes de x, de y et de z, hein, mais que ce réel-là, vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Là, c'est à cause de la deuxième ligne que vous avez là, ou vous pouvez l'écrire comme ça, et puis je vous laisse continuer, c'est-à-dire que, en fait, ce réel résultat d'application du tenseur T à trois vecteurs, suivant que vous prenez des composantes covariantes ou contravariantes sur chacun des vecteurs x, y, z, eh bien, c'est une combinaison linéaire des composantes de... enfin, c'est une sommation, pardon, des composantes t et jk correspondantes. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire des efforts de mémoire et de retenir ça par cœur, parce qu'en fait, je ne fais qu'utiliser les règles de convention d'Einstein. Hein, c'est-à-dire que les sommations, si vous avez une sommation sur i, avec un i en bas dans le monôme, eh bien, l'autre doit être en haut. Voilà, c'est une règle simple, et en fait, on n'a pas tellement besoin de réfléchir une fois qu'on utilise systématiquement la convention d'Einstein. D'accord? Bien. Alors, j'ai dit, le mot composante que j'ai utilisé pour les TIJK dans mon exemple était usurpé. C'est vrai, pour qu'on puisse parler de composante, il faut qu'on soit dans un espace vectoriel, c'est-à-dire que les tenseurs d'ordre P doivent être dans un espace vectoriel, c'est ce que je vais montrer maintenant. Bien. Alors, pour définir un espace vectoriel, il y a deux axiomes. Il faut définir une addition entre deux éléments de cet espace. Hein. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, j'ai un tenseur P, un tenseur Q, sous-entendu chacun du même ordre. Hein. Donc, c'est important, on ne peut additionner que des tenseurs du même ordre. Hein. Et donc, je définis l'opérateur P plus Q qui est en rouge ici. C'est un tenseur d'ordre P, donc il a P vecteur en argument. Hein, et il est défini comme ça. C'est P appliqué au P vecteur et Q appliqué au P vecteur aussi. P plus Q. Hein. Bon, et ceci, bien sûr, quel que soit x, y, z. Bon, alors donc, voilà, ça c'est une addition, mais attention, c'est une addition de tenseurs. Hein, c'est-à-dire que, en fait, ce sont des opérateurs, tous d'ordre P, et quand on les applique au même P vecteur, x, y, etc., eh bien, on a cette relation. Donc, vous additionnez des opérateurs. Hein, d'accord? Bon, quel est l'élément neutre de cette opération? Bon, ben, on définit, en fait, l'élément neutre, c'est le tenseur nul d'ordre P, c'est-à-dire qu'on va l'écrire, 0 appliqué à n'importe quel vecteur est égal au réel 0. D'accord? Donc ça, c'est un tenseur qu'on appelle le tenseur nul d'ordre P. Bon, ensuite,
Pour définir un espace vectoriel, il nous faut une multiplication qu'on appelle multiplication par un scalaire. Hein, vous savez ça pour les vecteurs ordinaires, mais en fait, c'est les axiomes de définition des espaces vectoriels. Donc, en fait, le tenseur que j'appelle lambda P, c'est un tenseur d'ordre P, hein, dont le résultat sera lambda fois P appliqué au P vecteur. D'accord? Donc, il faut qu'on ait cette propriété, ces deux opérations dans l'espace des tenseurs d'ordre P. C'est des opérations dans l'espace des tenseurs d'ordre P. C'est bien clair? Bon. L'élément neutre, bon, c'est évidemment 1, hein, c'est-à-dire que si vous avez lambda égale 1, bon, voilà. Alors donc, muni de ces deux opérations, ça y est, j'ai rempli tout le contrat de définition des espaces vectoriels. Muni de ces opérations, l'ensemble des tenseurs d'ordre P est un espace vectoriel dans lequel je sais additionner et multiplier par un scalaire. Vous voyez? Il y a tout ce qu'il faut pour définir un espace vectoriel. Il n'y a plus que... Alors, la notation, oui. L'espace des tenseurs d'ordre P, je les noterai V tensoriel P. Ce n'est pas V à la puissance P, ce n'est pas pareil. V à la puissance P, c'est des ensembles de P vecteurs. V tensoriel P, c'est l'espace vectoriel des tenseurs d'ordre P. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Bien. Alors, pour bien pouvoir travailler sur l'espace des tenseurs d'ordre P, eh bien, on va construire des bases. Et donc, comme ça, on pourra travailler comme dans les espaces vectoriels ordinaires, sauf qu'il est de plus grande dimension. Il est de dimension n à la puissance p, hein, puisqu'on a vu qu'on avait n à la puissance p composante. D'accord? Bien. Alors, avant de définir des bases, ou plutôt pour définir des bases, je vais définir une nouvelle opération que vous ne connaissez pas. Hein, une opération qui s'appelle produit tensoriel de deux vecteurs. Voilà. Alors, ça s'appelle aussi produit, dans certains cours, ça s'appelle produit dyadique. Bon, à vrai dire, je ne vois pas la nécessité de donner un nouveau nom à ce produit, parce que vous allez voir que c'est un cas particulier du produit tensoriel de tenseurs. Donc, bon, on va l'appeler tout de suite produit tensoriel. Alors, il est défini comme ça. V tensoriel W, c'est le truc que je veux définir, c'est le tenseur que je veux définir, et c'est un tenseur d'ordre 2, hein, qui, appliqué donc à deux vecteurs, x et y, hein, me donne V scalaire x, le réel, V scalaire x qui est un réel, et W scalaire y qui est aussi un réel. Donc le résultat est un réel, donc il y a tout ce qu'il faut pour dire que c'est un tenseur d'ordre 2, à condition, bien sûr, comme d'habitude, de vérifier la bilinéarité de cette opération en x et en y. Hein. Ça, vous pourrez le vérifier tout seul, c'est des petits exercices que vous pouvez faire tout seul. Hein. Bon, donc, notez quand même que ce produit n'est pas commutatif. J'ai un problème d'attache. Voilà. Bien. Alors, chaque fois que je vais définir des tenseurs, ça va arriver tout le temps, hein, eh bien, on va chercher à regarder comment sont ces composantes. Alors donc, c'est pas compliqué. Vous avez V tensoriel W, c'est un tenseur du second ordre, je viens de le montrer. Hein, et donc, il a deux indices, et je vais calculer, par exemple, ces composantes deux fois covariantes. Hein. Donc, ça va être, par définition, on l'a vu, c'est l'application du tenseur V tensoriel W aux deux vecteurs EI et EJ. Hein. C'est comme ça qu'on calcule les composantes, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, c'est V scalaire EI multiplié par W scalaire EJ, et donc, c'est... En fait, V scalaire EI, on l'a vu, c'est en fait la composante de V covariante, hein, puisque c'est le produit scalaire avec les vecteurs de base, on l'a vu il y a un instant. Et pareil, W scalaire EJ, c'est la composante covariante de W. D'accord? Bon, alors donc vous voyez que en fait, pour calculer les composantes du produit tensoriel, c'est pas très difficile. En fait, les composantes du tenseur V tensoriel W, c'est le produit d'une composante de V par une composante de W. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Avec, toujours pareil, les règles de convention d'Einstein pour respecter les indices réels, les mêmes des deux côtés. Donc vous voyez, la convention d'Einstein nous aide beaucoup à ne pas réfléchir. Bon. Alors bien sûr, on peut jouer avec d'autres variances. Vous le ferez en exercice, mais...
V tensoriel W, c'est un tenseur du second ordre, donc je peux calculer les composantes complètement contravariantes avec les indices I et J en haut. C'est d'autres composantes, et vous montrerez facilement que c'est VI en haut, VJ en haut, WJ en haut. Bon, avec le même principe, hein, on fait l'application du tenseur aux vecteurs de base qui vont bien. Pareil, les composantes V tensoriel W, I en haut, J en bas, eh bien c'est VI en haut multiplié par WJ en bas, c'est toujours les produits des composantes, avec les variances qui vont bien. D'accord? Et pareil pour le dernier. Bon, vous ferez ça en exercice, il suffit de faire exactement ce que j'ai fait en dessous de la ligne composante, hein, mais en appliquant le tenseur T à d'autres tenseurs de base pour calculer les composantes d'autres types. Bien, alors on va généraliser ça au produit tensoriel de P vecteurs. Bon, ben, ce n'est pas plus compliqué, c'est la généralisation de la première définition pour deux vecteurs. C'est-à-dire que si vous faites le produit tensoriel de P vecteurs, vous obtenez un tenseur d'ordre P, on l'applique à P vecteur x, y, z, hein, et on obtient le réel qui est défini par les P produits scalaires correspondants. Hein. Vous les prenez deux à deux comme ça, et donc je vous laisse vérifier que ceci est bien P linéaire. Ce n'est pas difficile, vous le verrez tout seul si vous n'êtes pas convaincu. Donc en fait, le produit tensoriel de P vecteurs, c'est un tenseur d'ordre P. Hein, et le produit tensoriel de deux vecteurs, donc un tenseur d'ordre 2. Donc en fait, grâce à ce produit tensoriel, je sais fabriquer des tenseurs de n'importe quel ordre. D'accord? Bien. Alors, par exemple, les composantes pour un produit tensoriel de 3 vecteurs, eh bien, bon, vous trouverez facilement que c'est un tenseur d'ordre 3, donc il a 3 indices IJK, et c'est le produit des 3 composantes des vecteurs dans l'ordre des indices. Vous voyez? Bon, voilà. Bon, ça, pareil, simplement, j'ai calculé le même tenseur d'ordre 3, V tensoriel U, tensoriel W, V tensoriel W, mais avec d'autres composantes, avec des variances différentes. Hein, et donc, ça va s'écrire comme ça, UI, UJ, WK en haut, parce que le K est en haut à gauche aussi, et c'est automatique. D'accord? Bien. Alors, maintenant, ça y est, je vais pouvoir fabriquer une base pour les tenseurs d'ordre P grâce à ce produit tensoriel entre vecteurs. Faisons la démonstration seulement pour P égale 3, ça m'évite de mettre des petits points pour P vecteur. Vous allez comprendre que vous saurez généraliser ça tout seul. Hein. Alors, bon, faisons un petit calcul préalable. Je considère le produit tensoriel EI en haut, tensoriel EJ en haut, tensoriel EK en haut. C'est un produit tensoriel de vecteurs. Ici, c'est des vecteurs de base, mais c'est un produit tensoriel de vecteurs. D'accord? Bien, alors je les ai pris tous en haut. Si j'applique ce tenseur d'ordre 3 aux 3 vecteurs x, y, z, eh bien, par la définition du produit tensoriel, le réel résultat, c'est ce que j'ai écrit ici, hein, c'est la définition du produit tensoriel de 3 vecteurs. Mais j'ai appris des choses sur les vecteurs, c'est-à-dire que EI, le terme EI, point x, donc multiplié, enfin pardon, scalaire x, hein, eh bien c'est la composante xi, de même le EJ scalaire, c'est le scalaire y, eh bien c'est la composante yj, on a vu ses propriétés sur les vecteurs tout à l'heure. Hein. Donc en fait, il se trouve que si je prends ce tenseur d'ordre 3, c'est-à-dire 3, le produit tensoriel de 3 vecteurs de base, que j'applique ceci à 3 vecteurs x, y, z, eh bien en fait le résultat se calcule comme le produit des composantes x, y, z. D'accord? Bien. Alors, ce petit calcul étant fait, eh bien, en fait, maintenant, on va prendre un tenseur d'ordre 3 quelconque, mais tenseur, c'est-à-dire trilinéaire, quand même. Hein? Voilà. Alors, T de x, y, z. On a vu tout à l'heure que ça s'écrivait T, ijk, xi, yj, zk, avec les indices placés à la bonne hauteur. On a vu ça tout à l'heure. Et donc, à cause de l'égalité qui est en première ligne, qui était soulignée en rouge ici, eh bien, le produit xi, yj, zk, je peux le remplacer par l'application du tenseur d'ordre 3 que vous avez là au vecteur x, y, z. Ça, je le remplace par ça. D'accord? Et donc, cette égalité est vraie quel que soit x, y, z, comme toute définition de tenseur. Hein. Donc, en fait, je n'ai qu'à lire le résultat, c'est-à-dire que tout tenseur T
peut être vu avec les bonnes lunettes, hein, comme un tenseur, donc une combinaison. Oh zut, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas. Voilà. Comme une combinaison des composantes TIJK multipliées par le tenseur EI, tensoriel EJ, tensoriel EK. Donc ça, c'est un tenseur d'ordre 3. Les composantes, c'est des réels. C'est l'application du tenseur à des vecteurs de base, c'est des réels. Hein. Et donc, on voit que le tenseur T s'écrit comme une combinaison linéaire sur des tenseurs de base. Vous voyez? Donc, c'est ça, là, une base possible pour l'espace des tenseurs d'ordre 3. Vous voyez? Tout tenseur T peut être écrit comme une combinaison linéaire de ses composantes TIJK en bas, multipliées par le tenseur de base, EI, tensoriel EJ, tensoriel EK, en haut. D'accord? Donc cette fois-ci, j'avais un espace vectoriel. Maintenant, je sais décomposer tout tenseur sur une base de tenseurs. Hein, et donc, en fait, j'ai rempli mon contrat et je pourrais arrêter le cours maintenant. Tout le reste de ce que je vais dire, ce ne sera que des conséquences. Hein. Voilà. Donc, les nombres TIJK, maintenant, ils méritent leur nom de composante, puisque ce sont les coefficients d'une combinaison linéaire par des tenseurs de base. D'accord? Hein. Et donc, sur les N3 tenseurs de base, ici, EI en haut, E en haut et E en haut, donc des tenseurs de la base du vecteur, de l'espace vectoriel. Bon, alors, on peut jouer, bien sûr, vous le ferez sans difficulté, pour trouver d'autres variances et qui vont vous donner d'autres bases tensorielles. C'est-à-dire que le tenseur T, je l'ai écrit comme ça, dans les lignes du dessus. C'est T, IJK en bas, composante complètement covariante. Les indices sont en bas, c'est covariant. Hein. Multiplié par ces tenseurs de base-là, avec sommation sur I, sommation sur J, sommation sur K, c'est sous-entendu maintenant, vous êtes habitués, hein, puisque les indices I, JK sont répétés. Mais vous pouvez aussi bien l'écrire avec d'autres composantes sur une autre base tensorielle. Hein. Par exemple, si vous prenez comme base tensorielle EI en haut, EJ en haut, EK en bas, hein, eh bien à ce moment-là, les coefficients de la combinaison linéaire, ce sera TIJ en bas, K en haut, hein, toujours en suivant les règles de la convention d'Einstein. Hein. Alors donc ça, vous pouvez le montrer par le calcul, vous n'avez qu'à faire le même calcul que tout à l'heure, mais en changeant la manière dont vous écrivez les composantes de x, y, z. Hein. Mais en réalité, vous pouvez écrire ça sans réfléchir, en utilisant systématiquement la convention d'Einstein. D'accord? Bien, etc. Donc vous voyez l'efficacité de la convention d'Einstein. Ça va vous permettre en fait d'écrire des formules en vérifiant bien toutes les règles de la convention d'Einstein que j'ai énoncées tout à l'heure. Eh bien vous allez pouvoir écrire des formules automatiquement correctes. Bien. Bien sûr, là je l'ai fait pour l'ordre 3, mais vous pourrez le faire facilement pour l'ordre P. Les tenseurs d'ordre P ont P indices, soit covariants, soit contravariants. Hein. Donc ça va vous donner des composantes de différentes variances, en haut, en bas, sur les P indices. Et ça, ce sera les composantes sur la base qui va bien avec les indices inversés. D'accord? Voilà. Bon. Eh bien, j'ai fini. On peut changer de... Alors non, je n'ai pas fini. On va apprendre à faire des changements de base sur les tenseurs quand même. Hein. Alors, donc, démonstration pour un tenseur d'ordre 3, parce que bah, c'est pareil, ça me fait écrire moins de choses. Voilà. J'ai les composantes T, de T. Donc ici, une fois covariante, deux fois contravariante, sur une certaine base tensorielle, celle qui va bien. Et je fais un changement de base dans le vecteur, dans l'espace vectoriel. Ça va m'induire un changement de base dans l'espace des tenseurs. C'est ce qu'on va voir ici. Voilà. Par exemple, là, l'égalité, le T, eh bien, je décide d'écrire que les EI en haut, là, c'est en fonction des E' que j'ai définis tout à l'heure. Donc, j'ai fait un changement de base. Hein, et ça s'écrit avec la formule A que vous avez là. Hein. Là, les EJ en fonction des E', eh bien, ça s'écrit avec la matrice B. Revoyez ce que j'ai dit tout à l'heure, croyez-moi, si vous voulez. Hein. Et de même, les EK en bas, ça va s'écrire comme ça. Alors là encore, la convention d'Einstein est extrêmement précieuse parce qu'en fait, on peut écrire ça assez automatiquement. Il faut savoir simplement s'il faut écrire A ou B. Hein. Bon, donc se rappeler des formules de changement de base que j'ai données pour les vecteurs tout à l'heure.
Je groupe les termes. Bon, ça, j'utilise la trilinéarité. Hein. Je mets en facteur, en fait, tous les A, B et T. Et puis, donc, il me reste un tenseur de base, mais fabriqué avec des E'. Donc, en fait, là, j'ai une nouvelle base. Hein, une nouvelle base tensorielle. C'est un tenseur d'ordre 3, puisque c'est le produit de 3 vecteurs. D'accord? Et j'ai une nouvelle base. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que ce qui est entre parenthèses, ce sont les composantes du tenseur T sur la nouvelle base tensorielle que j'ai donnée là, E'P, E'Q, E'R, avec les bonnes hauteurs. D'accord? Donc, en fait, la formule de changement de base, si j'ai les TIJK, là, que je connais ici, hein, eh bien, les T', c'est-à-dire sur la nouvelle base, hein, s'écrivent avec cette formule-là. Alors bon, il faut faire un effort de mémoire? Non. Comme d'habitude, je vais donner des règles qui vont vous éviter de faire un effort de mémoire et d'écrire ces formules automatiquement. Voilà, construction des formules de changement de base d'un tenseur d'ordre P. En fait, ce n'est pas compliqué. Les indices covariants, c'est comme pour les vecteurs. Hein, covariants, ça veut dire qu'on va utiliser A. D'accord? C'est-à-dire que les indices covariants sont sommés avec A. Par exemple, vous voyez, là, vous avez un indice I qui est covariant, il est sommé avec un A parce que c'est covariant. D'accord? Les indices contravariants sont sommés avec B. D'accord? Bien. Alors, donc, vous le voyez, il y a d'abord l'indice contravariant J que vous avez ici, qui est sommé avec un BJ en bas, forcément, puisque c'est une sommation d'Einstein. Hein. Et puis, donc, le dernier, le K, il est sommé avec un B aussi, hein, puisqu'il est contravariant. Hein. Et donc, ça va me donner un indice K ici en haut, K d'ici en bas. Et puis là, vous mettez des indices réels, I, P, Q, R, et qui soit PQR ici aussi. Ça, c'est à cause de la règle des indices réels. Donc, vous voyez, ça se construit automatiquement. Hein. Donc, le dernier point, c'est respecter les conventions d'Einstein. Hein. Pour les sommations, un indice en haut est toujours sommé avec un indice en bas, et les indices réels des deux côtés de l'égalité sont les mêmes. Vous voyez? Donc, la convention d'Einstein, encore une fois, nous permet d'écrire ces formules automatiquement. Donc, en fait, il y a autant pour un tenseur d'ordre P, là je l'ai fait pour un tenseur d'ordre 3, mais pour un tenseur d'ordre P, il y a autant de matrices A ou B qu'il n'y a d'indices, c'est-à-dire il y en a P. Hein. Des A, vous en mettez sommés avec chaque indice covariant, et des B, vous en mettez avec chaque indice contravariant. D'accord? Donc, en fait, c'est plutôt facile. Une fois qu'on a compris la règle, eh bien, on peut écrire des changements de base de tenseurs d'ordre quelconque, avec autant de fois qu'il faut, la matrice A ou la matrice B, selon que l'indice est covariant ou contravariant. D'accord? Voilà. Bon, alors donc, c'est là que j'ai fini vraiment, c'est-à-dire que je peux dire, bon, le reste, vous pouvez le trouver tout seul. Non, pas tout à fait, on va définir des opérations nouvelles. Bon, mais posons-nous une petite question. Qu'est-ce que c'est les tenseurs d'ordre 1? Bah, c'est simple. Je prends un tenseur, la définition d'un tenseur d'ordre P. C'est un tenseur qui prend à manger un vecteur et qui fournit un réel. D'accord? Bien. Bon, alors donc si T est d'ordre 1, je vais pouvoir... Donc, alors, ça c'est pour ceux qui ont entendu parler ce vocabulaire, ça s'appelle aussi les formes linéaires. Parce que les applications linéaires qui associent un vecteur à un réel, ça s'appelle des formes linéaires. Donc en fait, les tenseurs d'ordre 1 et les formes linéaires, c'est la même chose. Hein. Sauf que les formes linéaires, c'est un petit cas particulier. On peut les appeler tenseurs d'ordre 1, c'est comme on veut. Hein. Bon, c'est pour ceux au cas qui se rappelleraient bien les cours d'algèbre précédents. Donc je fais T de x avec un seul vecteur. D'accord? Et donc, ça va être T de xi ei comme d'habitude, et donc T de ei, c'est-à-dire la composante du tenseur T, hein, donc que je vais écrire comme d'habitude T1 d'ici, hein, l'application de T au vecteur de base, multiplié par xi. Bon, tiens, c'est bizarre, les tenseurs d'ordre 1 ont donc n composantes, puisqu'ils n'ont qu'un seul indice. Hein. Bon, un vecteur, eh bien, on va définir une application linéaire de V dans R, donc un tenseur d'ordre 1, en faisant la chose suivante. Je définis ce tenseur V de x, grand V rond de, je ne vais pas garder cette notation longtemps, mais pour l'instant, je veux distinguer tenseur d'ordre 1 et vecteur. Hein. Donc,
grand V ronde, c'est le tenseur d'ordre 1 qui est appliqué à x, et je le définis, la valeur, c'est V scalaire x. Je définis ce tenseur-là, d'ordre 1. Bon. Alors, je peux écrire le tenseur V avec des composantes, par exemple, sur la base contravariante, donc sur la base duale, pardon, et l'autre sur la base ordinaire. Je le fais exprès, vous allez voir pourquoi. Donc, ça va, en mettant en facteur les VI et les XI, ça va s'écrire comme ça, et donc vous voyez apparaître le produit scalaire, EI en haut, EJ en bas. Ça, c'est la définition de la base duale, et donc c'est delta IJ. D'accord? Et on va pouvoir simplifier, et donc ça s'écrit VI XI. Donc en fait, vous voyez que quand on écrit le produit scalaire de deux vecteurs, V scalaire X, eh bien en fait c'est la sommation V1 d'ici en bas, XI en haut, c'est-à-dire somme sur I égale 1 à N. Mais attention, des composantes covariantes de V avec les composantes contravariantes de X. On peut confondre ces choses-là seulement lorsqu'on a des bases orthonormées. La formule que tout le monde retient, xx' plus y' plus zz', elle est fausse, sauf si vous avez des bases orthonormées. Sinon, vous voyez, il faut prendre les composantes covariantes d'un vecteur avec les sommées avec les composantes contravariantes de l'autre vecteur. Bien. Bon. Alors, donc V est évidemment un tenseur d'ordre 1. Vous pourrez vérifier la linéarité par rapport à x, c'est-à-dire si je fais x plus x' ou bien lambda x, etc., tout va bien. Et donc, en fait, V de x, c'est tout simplement V1 d'ici xi. Ça, c'est l'application du tenseur d'ordre 1 au vecteur x. Comme je l'ai écrit là-haut en rouge, vous voyez l'égalité en rouge, ça c'est dommage, le rouge se distingue pas bien. T de x égale T1 d'ici xi. Bon, là, j'ai pas T, j'ai grand V, tenseur d'ordre 1. Mais ça va s'écrire aussi V scalaire x, puisque j'ai défini mon tenseur d'ordre 1 comme ça. Et donc V1 d'ici, xi, comme ceci. Bon, en fait, vous voyez que c'est la même formule. Donc on va tout de suite se dépêcher de dire à tout vecteur V, j'associe le tenseur grand V d'ordre 1 tel que V de x égale V.x, c'est-à-dire V scalaire x. Alors, sur une base, n'importe laquelle, je vous l'ai montré à l'instant, ça veut dire que les composantes covariantes du tenseur d'ordre 1 sont égales aux composantes covariantes du vecteur V, c'est écrit dans les lignes du dessus, avec ce qui est en rouge, là. Et pareil, vous montrerez que les composantes contravariantes sont aussi les mêmes. Et donc finalement, eh bien, je vais les confondre, c'est-à-dire que comme cette association est biunivoque, à tout vecteur, je peux associer un tenseur d'ordre 1, et à tout tenseur d'ordre 1, je peux associer un vecteur. Ce sont les objets qui ont les mêmes composantes sur n'importe quelle base, vous voyez, puisque VI en bas égale VI en bas. Eh bien, en fait, on dit que les tenseurs d'ordre 1 sont isomorphes au vecteur. Donc il n'y a pas seulement la bijection, pour faire l'isomorphie, il y a aussi le respect des opérations. C'est-à-dire que si vous ajoutez deux tenseurs d'ordre 1, eh bien c'est associé à la somme des deux vecteurs, etc., etc. Bien. Alors on ne les distingue plus. C'est-à-dire qu'on dira une bonne fois pour toutes que les tenseurs d'ordre 1, c'est des vecteurs, puisqu'il n'y a aucune raison de les distinguer, on a un isomorphisme entre les deux. Vous avez l'habitude en mathématiques où on utilise des isomorphismes pour ne plus confondre les entités, pour plutôt ne plus distinguer les entités. Par exemple, vous avez l'habitude, quand vous faites de la cinématique, de dire un point, c'est un vecteur. Vous voyez ? Vous confondez M et OM. Vous voyez ? Bon, là, c'est pareil. Donc, on va se permettre d'écrire des choses comme ça. Petit v de x, a priori, ce n'était pas défini, mais maintenant, ça sera défini. Là, ici, petit v de x, c'est en fait grand V de x, c'est-à-dire je considère petit v comme un tenseur d'ordre 1. D'accord ? Et donc, c'est égal à VIXI, c'est égal à VIXI, puisqu'on a l'égalité des composantes de grand V et de petit v. Et donc, on peut l'écrire aussi comme ça. Bon, ça, c'est un petit exercice. Et donc, égal à V scalaire x. Donc, en fait, à gauche, là, quand j'écris V, parenthèse x, c'est-à-dire je considère V comme un tenseur d'ordre 1, et je lui applique le vecteur x, d'accord ? Et dans la dernière égalité, V, il est considéré comme un vecteur, et je fais son produit scalaire avec x. Donc on ne les distingue plus, on a le droit d'utiliser les vecteurs comme des tenseurs d'ordre
L'isomorphisme que vous avez ici, donc entre les tenseurs d'ordre 1, ou si vous préférez les formes linéaires, et les vecteurs, eh bien, il est démontré à peu près dans tous les cours d'algèbre linéaire, sauf que au lieu de mettre les indices en haut, vous mettez en général des étoiles dans les cours pour désigner les éléments de l'espace dual, donc les éléments des formes linéaires. Hein. Je vois que ça cause à quelques-uns donc, qui ont des souvenirs, hein. Mais en fait, c'est la même chose. Vous voyez ? Voilà. Bon. Alors, on a défini un produit tensoriel de deux vecteurs. Maintenant, on va définir le produit tensoriel de deux tenseurs. Et c'est grâce à la remarque que je viens de faire qu'on va pouvoir le faire. Donc, je rappelle, le produit tensoriel de deux vecteurs, donc de deux tenseurs d'ordre 1, on peut dire maintenant, hein, eh bien, c'est le tenseur d'ordre 2 qui est défini comme ça. C'est un rappel, je l'ai défini tout à l'heure comme ça, le produit diadique. Hein. Et donc, le V scalaire x, à cause de la remarque que je viens de faire, je peux l'écrire comme étant V tenseur d'ordre 1, cette fois-ci appliqué à x, hein, et de même V de y. Donc vous voyez qu'avec ces lunettes-là, eh bien, je vais pouvoir définir le produit tensoriel de deux tenseurs. Voilà. Alors, je prends un exemple ici. P d'ordre 3 et Q d'ordre 2, on va généraliser tout de suite, mais c'est juste pour écrire un peu moins de choses. Voilà. Donc deux tenseurs, P et Q. P est d'ordre 3, Q est d'ordre 2. Je définis P tensoriel Q comme étant un tenseur d'ordre 5, qui est fabriqué avec la même règle que pour les vecteurs. C'est-à-dire que je prends autant de vecteurs qu'il faut pour P, et je lui applique x, y, z ici, puisque P est d'ordre 3, et puis les autres vecteurs, UV, hein, sont appliqués à Q, et je fais le produit de ces deux réels. Donc ça, j'ai défini un tenseur. Alors c'est facile de vérifier que c'est bien un tenseur d'ordre 5, d'abord parce qu'il a 5 vecteurs à manger, x, y, z et UV, et d'autre part, vous montrerez facilement la 5 linéarité de cette opération grâce à la linéarité de P et de Q. Vous voyez ? Par exemple, si je multiplie U par lambda, eh bien le résultat sera multiplié par lambda parce que Q est linéaire. Vous voyez ? Donc vous pourrez vérifier cette 5 linéarité. Donc dans cet exemple, donc, P tensoriel Q est un tenseur d'ordre 5. Grâce à cette opération, donc, j'ai un espace tensoriel un espace vectoriel des tenseurs d'ordre 3, j'ai un espace vectoriel des tenseurs d'ordre 2, et par cette opération, je fabrique un élément de l'espace vectoriel des tenseurs d'ordre 5. D'accord ? Donc, en fait, avec deux tenseurs, eh bien, j'en fabrique d'autres, avec un autre ordre. D'accord ? Bon, alors donc, en reprenant le raisonnement que j'ai fait au-dessus, vous verrez facilement que si P est d'ordre petit p et puis que Q est d'ordre petit q, eh bien le tenseur P tensoriel Q, c'est un tenseur d'ordre P plus Q. Hein, vous avez vu qu'il faut lui donner à manger P plus Q vecteur, hein, puisqu'il en faut, les P premiers vont servir à fabriquer le P de XY, etc. Et puis les restants vont servir à être appliqués à Q et fabriquer le réel que produit. Voilà, donc, nouvelle opération, produit tensoriel de tenseurs. Si je fais le produit tensoriel de deux tenseurs, hein, eh bien, j'obtiens un tenseur d'ordre P plus Q. Bon, on va voir quelques cas particuliers. Hein. Par exemple, pour P égale 3 et Q égale 2, j'obtiens donc un tenseur qui va être d'ordre 5. Hein, et donc, s'il est d'ordre 5, sa composante IJKLM, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a 5 indices, puisque P tensoriel Q est d'ordre 5. Eh bien, ça va être comme la définition de toutes les composantes de tenseurs, P tensoriel Q appliqué à 5 vecteurs de base. D'accord? Et en fait, en utilisant la définition, donc le résultat va être P appliqué aux 3 vecteurs EIJK, et puis Q appliqué aux 2 vecteurs ELM. Et ça, c'est les composantes des tenseurs P et Q, par définition. Hein, c'est comme ça qu'on a défini les composantes. C'est-à-dire que ce terme-là, c'est PIJK, et ce terme-là, c'est QLM. D'accord? Alors donc, c'est la même règle que pour les vecteurs.
Pour calculer les composantes du produit tensoriel de deux tenseurs, en fait, je multiplie les composantes du tenseur P par des composantes du tenseur Q. Vous voyez? Toujours, règle des indices, hein, les indices réels, les mêmes des deux côtés, etc. Vous ne pouvez pas faire d'erreur si vous respectez la convention d'Einstein. Bien. Alors, ouais, on peut jouer encore, voilà, j'ai calculé les composantes de P tensoriel Q, mais avec d'autres variances, c'est-à-dire que, vous voyez, bon, ça va s'écrire assez automatiquement, là j'avais tous les indices en bas, maintenant j'ai envie d'avoir les deux premiers indices covariants, les deux contravariants, puis le dernier covariant aussi, j'ai le droit, hein. Eh bien, c'est tout simple, ça va s'écrire comme ça, c'est-à-dire c'est le produit des composantes de P par les composantes de Q avec les bonnes variances. Vous voyez, ça s'écrit automatiquement. Alors donc ça, je vous l'écris automatiquement. Vous pouvez le trouver, le prouver, hein, en utilisant des vecteurs de base de différentes variances. C'est-à-dire vous prenez soit les vecteurs de la base ordinaire, soit les vecteurs de la base duale, et vous allez trouver ce résultat automatiquement. D'accord? Je ne le démontre pas, hein, puisque en fait ça s'écrit automatiquement grâce aux conventions d'Einstein. Bien, produit tensoriel de deux tenseurs. Alors, maintenant, on va parler de traces. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a bien un S à traces. D'habitude, quand vous parlez de traces, vous n'en pensez qu'à une seule. Mais en fait, ici, là, on est dans les tenseurs d'ordre P, et vous allez voir que ça a une signification particulière. Mais on va retrouver ce que vous connaissez déjà, n'ayez pas peur. Prenons un tenseur d'ordre P supérieur ou égal à 2. Alors, supérieur ou égal à 2, il faut que l'ordre soit égal au moins à 2. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Alors, donc, j'écris ces composantes. Alors ici, pour être assez général, donc c'est un tenseur ici d'ordre 5. Je n'ai pas eu assez de place au bout de la ligne pour écrire les 5 vecteurs, mais vous le devinerez tout seul. Hein, les 5 vecteurs du tenseur de base. Hein. Bien, avec les variances qui vont bien. Il faudra faire attention. Hein. Voilà. Alors, je calcule ceci. C'est-à-dire, j'ai les composantes du tenseur, T, hein, donc dans une base, et je calcule une sommation. Vous repérez l'indice K, il est rouge, là. Hein. Oh, la barbe, c'est bon. Voilà, l'indice K, vous le voyez, vous distinguez bien le rouge là-haut. Hein. Il y a une sommation, c'est-à-dire que je suis en train de fabriquer N3 nombres, hein, à partir des N5 composantes du tenseur T. D'accord? En faisant une certaine sommation sur ces composantes. Alors bien sûr, il faut que le tenseur T soit donné avec les variances qui vont bien, parce que sinon vous ne pouvez pas faire de sommation, il faut qu'il y ait un K en haut et un K en bas. Hein? D'accord. Bon, alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les K et JM sont des tenseurs, sont les composantes d'un tenseur ou pas? Donc la réponse est oui. La démonstration est dans le PDF, mais même si je ne vais pas dérouler toute la démonstration, il faut que vous en compreniez le sens. En fait, depuis le début que j'utilise certains tenseurs en définissant des produits tensoriels, etc., j'ai toujours donné la définition du tenseur par sa définition intrinsèque, c'est-à-dire son application à des vecteurs, peu importe la base, hein, et on donnait comment on fabriquait le réel résultat. Or ici, je suis en train de faire quelque chose de très différent. Je calcule des nombres, hein, et je dis, est-ce que ce sont les composantes d'un tenseur? Eh bien, en fait, la démonstration est la suivante. Il faut faire un changement de base pour vérifier que les nombres K que j'ai choisis ici, en faisant une sommation sur le troisième indice et le quatrième indice de T, si je le fais dans une autre base, donc en fait la démonstration est comme ça, je me donne les TIJ, KLM sur une base, je calcule les T', et de chaque côté, dans chaque base, je fais une sommation sur le troisième et le quatrième indice de chaque côté. Vous voyez? On déroule les calculs et on s'aperçoit que les K' que j'aurais calculés avec les T' en suivant la même règle, hein, de sommation sur le troisième et quatrième indice, eh bien, ils ont la même formule de changement de base. C'est-à-dire que les K' ont la formule de changement de base d'un tenseur d'ordre 3.
Alors, j'ai raconté la démonstration, je n'ai pas fait le détail des calculs. Le détail des calculs est tout à fait détaillé dans le polycopier que vous pourrez récupérer sur mon site. Hein. Mais ça vaut le coup, c'est la seule démonstration peut-être qu'il est intéressant de regarder pour voir comment on montre que les KIJM ont une formule de changement de base qui donne K'IJM avec les A et les B, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est par ce procédé qu'on montre que les K sont des composantes d'un tenseur. Bien. Alors, donc, on peut donner la définition, si on a fait cette démonstration. Donc, on appelle trace, indice RS. Alors, R, S, c'est les numéros des indices sur lesquels on fait la sommation. Donc, par exemple, au-dessus, la trace que j'ai calculée, eh bien, ça serait la trace 3, 4. Vous voyez ? J'ai sommé sur le 3e indice et le 4e indice. C'est pour ça qu'on a plusieurs traces. Hein. Et donc, c'est le tenseur dont les composantes... Alors là, vous voyez, j'ai IR-1, c'est le R-1e indice, juste pour vous montrer que ça, c'est le R'e indice, d'accord ? Et qu'il est en bas. Hein. Et puis ensuite, là, vous avez un S-1, donc qui signifie que l'indice d'après, ça va être l'indice S. Eh bien, le R'e indice et le S'e indice ont été sommés. Hein, on leur donne un indice K, de façon à ce qu'on calcule la sommation, cette sommation-là particulière, sur le R'e indice et sur le S'e indice. Bien, c'est la première et la dernière fois que je définirai devant vous un tenseur autrement que de manière intrinsèque. Hein, c'est-à-dire que là, c'est la seule fois, en fait, dans le cours, où on va définir un tenseur par ses composantes. Normalement, on définit un tenseur par une application intrinsèque en ne se préoccupant pas des composantes. Voilà. Bon, alors donc, il y a plusieurs traces. Pourquoi il y a plusieurs traces? Eh bien, parce qu'il faut choisir les numéros d'indices hein, sur lesquels on va écrire la sommation. Bon. Alors, donc, d'une manière générale, la trace d'un tenseur d'ordre P, c'est un tenseur d'ordre P-2. Hein. Bah oui, c'est facile à comprendre, puisque vous avez deux indices qui sont partis dans la sommation, il ne vous reste plus que P-2 indice réel. Hein. Donc, à partir d'un tenseur d'ordre P, on fabrique un tenseur d'ordre P-2 en prenant une de ces traces. Bon. Donc, si je prends la trace d'un tenseur d'ordre 2, tiens, P-2, ça fait 0. Bon, bah oui. Hein, la trace d'un tenseur d'ordre 2, c'est un tenseur d'ordre 0. Qu'est-ce que c'est un tenseur d'ordre 0? Eh bien, en fait, vous voyez que c'est un tenseur sans indice, donc c'est un réel, hein, et donc il est inutile dans la trace d'un tenseur d'ordre 2 de préciser R et S, puisque vous n'avez que deux indices, donc vous ne pouvez faire la sommation que là-dessus. Et en fait, si vous réfléchissez bien, vous retrouvez la trace de la matrice des composantes mixtes du tenseur, hein, puisque en fait, le tenseur, c'est un tenseur d'ordre 2, il a deux indices, vous pouvez le ranger, les composantes mixtes, je dis bien, hein, vous pouvez les ranger dans une matrice, et il faut que ce soit des composantes mixtes, c'est-à-dire une covariante et l'autre contravariante, pour que vous puissiez écrire la sommation. Et donc c'est la somme des termes diagonaux, donc vous retrouvez la notion de trace que vous aviez déjà, trace d'une matrice. Donc la trace d'un tenseur, c'est la trace de ses composantes mixtes. Vous voyez? Voilà pour un tenseur d'ordre 2. La trace d'un tenseur d'ordre 2, j'insiste, hein, parce que la trace d'un tenseur d'ordre 3, c'est un vecteur, hein, puisqu'il y reste encore un indice. D'accord? Voilà. Donc si T est d'ordre 2, trace de T, vous allez pouvoir l'écrire TMM, avec sommation sur M, ici. D'accord? Ou bien TKK, alors ça, vous voyez la différence entre les deux termes, ils sont égaux, hein, mais vous avez les composantes mixtes du premier type, c'est-à-dire covariant-contravariant, puis là, vous avez l'autre, contravariant-covariant. C'est un petit exercice de montrer que les traces de ces deux matrices sont les mêmes. Voilà. Donc, les tenseurs d'ordre 0 sont appelés scalaires ou invariants. Alors pourquoi c'est des scalaires ou des invariants? Bon, d'abord c'est des scalaires, c'est-à-dire c'est des nombres réels, hein, mais ça a une valeur de plus qu'un nombre réel ordinaire.
C'est pour ça qu'on les appelle aussi plutôt des invariants. C'est-à-dire que quand vous changez de base, et c'est le principe de la démonstration du cas que j'ai donné tout à l'heure, eh bien, vous ne changez pas le résultat. Vous voyez, c'est ça qui est important. Hein. Donc, c'est des tenseurs d'ordre 0, ce sont des tenseurs qui, quelle que soit la base que vous utilisez pour calculer ce tenseur d'ordre 0, eh bien, c'est toujours le même. Et vous savez bien, c'est un résultat que vous connaissez déjà en algèbre, la trace d'une matrice ne change pas quand on fait un changement de base. Vous voyez? Alors, donc, c'est important. Hein, c'est-à-dire que les nombres réels et les scalaires, ce n'est pas la même chose. Si, par exemple, je définis un nombre réel comme disant c'est la première composante d'un vecteur, vous changez de base, ce nombre réel change, évidemment. D'accord? Donc, ce n'est pas un scalaire. D'accord? Ou bien la somme des composantes d'un vecteur. Vous changez de base, ça change. Vous voyez? Bon, donc vous voyez qu'un réel et un scalaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je dis que tout résultat de physique doit être tensoriel. Même les nombres, qui doivent être des tenseurs d'ordre 0. Parce que ça n'a aucun sens qu'on ait un résultat de physique qui dépende de la base qu'on utilise pour faire les calculs. Ça vous choque? Ça serait quand même bizarre qu'un résultat de physique change quand vous changez de base pour faire les calculs. Donc ça doit être, en fait, tous les résultats de physique devraient être des tenseurs d'ordre O. Quand ils sont vectoriels, ça doit être des tenseurs d'ordre 1 et ainsi de suite. Voilà. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Il me reste combien bon, donc je peux définir les opérations. Bien, on va définir un produit contracté simple. Alors, le produit contracté simple, c'est... on utilise les deux opérateurs précédents. Hein. Alors, je prends deux tenseurs, un tenseur P d'ordre P supérieur ou égal à 1, vous allez comprendre pourquoi il faut que l'ordre soit au moins égal à 1, et Q aussi, d'ordre Q supérieur ou égal à 1. La définition, c'est simple. P.Q, voilà la nouvelle opération notée avec un point. Alors rassurez-vous, ça ressemble au produit, au produit scalaire, mais vous allez voir que c'est complètement justifié. Hein. Donc P.Q, eh bien tout simplement, je prends une certaine trace du produit tensoriel P tensoriel Q, que j'ai défini précédemment. Hein. Quelle trace je prends? Eh bien, c'est la trace PP plus 1, c'est-à-dire en fait, P, c'est l'ordre du tenseur grand P, hein, et Q, c'est P plus 1, c'est en fait le premier indice de P tensoriel Q, c'est le premier indice de Q. Alors ça va être clair quand on va écrire les composantes. Alors, premièrement, je peux affirmer que P.Q, donc P contracté, simplement contracté avec Q, est un tenseur d'ordre P plus Q moins 2. Pourquoi? Parce que j'ai pris la trace. Le produit tensoriel, il est d'ordre P plus Q, j'en prends la trace, ça fait P plus Q moins 2. D'accord? Donc je fabrique en fait un tenseur d'ordre P plus Q moins 2 en faisant ce produit contracté. L'opérateur point n'est pas commutatif, donc notez ça, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Hein. Et en revanche, il est distributif pour l'addition à gauche et à droite. Bon, donc je les affirme, c'est très facile à montrer tout ça, je ne vais pas vous faire des démonstrations, vous pourrez vérifier ces affirmations sans difficulté. Alors, comme que chaque fois qu'on définit un tenseur, on essaye de lui donner des composantes dans une base quelconque. Hein. Donc, c'est la démarche habituelle. Donc, je vais calculer les composantes de P tensoriel Q, juste dans un exemple. Je vais prendre P égale 3 et Q égale 2. Et donc, P.Q, donc c'est un tenseur d'ordre 3, hein, P plus Q moins 2, donc il a 3 indices. Hein. Et donc, en fait, vous voyez que j'écris le produit tensoriel, donc j'aurais écrit PIJKQLM, ça c'est le produit tensoriel, hein, et je fais la trace, donc je somme l'indice P de ce produit tensoriel avec l'indice P plus 1, c'est-à-dire le premier indice de Q, hein, sur le premier indice de Q. Donc vous voyez où on écrit la sommation, ce n'est pas n'importe quelle trace, hein, c'est une sommation sur le dernier indice de P, hein, et le premier indice de Q. D'accord? Et j'obtiens donc un truc à 3 indices réels, hein, puisque R est un indice de sommation, et donc un tenseur d'ordre 3. Voilà.
Alors, un petit cas particulier intéressant. Supposons que P égale 1 et Q égale 1. Bon, je prends des tenseurs d'ordre 1, que je sais appeler vecteurs maintenant, si je veux. Hein. Eh bien, le résultat va être un tenseur d'ordre 0. Hein. Et donc, ça va me donner un scalaire ou un invariant, comme on veut. Hein. Et donc, P.Q est d'ordre 0, c'est-à-dire c'est le produit scalaire de deux vecteurs, puisque vous voyez que le produit scalaire des deux vecteurs, je peux le voir comme un produit contracté une fois de ces deux tenseurs en prenant le dernier indice de V sommé avec le premier indice de V de W. D'accord? Là, vous le voyez comme un produit contracté, mais vous l'avez vu tout à l'heure comme un produit scalaire, puisqu'on a vu que les produits scalaires s'écrivaient comme ça aussi. Donc, en fait, ce n'est pas dangereux d'utiliser un point pour le produit scalaire et d'utiliser un point pour le produit tensoriel contracté. Le seul danger, et c'est pour ça que certains auteurs utilisent une notation différente pour le produit tensoriel contracté, c'est que pour les vecteurs, on a l'habitude que le produit scalaire est commutatif. Alors, il est bien commutatif, mais seulement pour les vecteurs, pas commutatif en général. Hein? Si vous faites un produit contracté de tenseurs d'ordre autre que 1, eh bien, ce n'est pas commutatif. Hein? Donc, faites attention quand même aux habitudes que vous pouvez avoir avec le produit scalaire. Hein? La commutativité n'est vraie que pour les vecteurs. Sinon, en général, P.Q n'est pas commutatif. D'accord? Bien. Allez, on termine avec une généralisation de ce que j'ai dit tout à l'heure. On va définir le produit contracté double. Ben, c'est un peu comme le produit contracté simple. Mais le produit contracté simple, eh bien, c'était une trace. Ben là, on va prendre la trace de la trace. Pas n'importe lesquelles, bien sûr. Hein? Voilà. Donc, on l'écrit avec 2 points. C'est logique. Hein? Double contraction, on l'appelle comme ça. Hein? Eh bien, vous prenez une première trace, celle-là, PP plus 2, et puis sur le résultat, vous prenez la trace P-1P. Alors, vu comme ça, c'est un peu difficile à imaginer, mais ce n'est pas grave, on va expliquer pourquoi on prend ces traces-là et pas les autres, hein, avec des composantes. Donc, le résultat, eh bien, c'est un tenseur d'ordre P plus Q moins 4, parce que j'ai pris 2 fois la trace. Hein. Donc, vous prenez une première trace, vous obtenez P plus Q moins 2. Hein, et encore une fois la trace, donc vous obtenez P plus Q moins 4. Hein. Bon. Alors, l'opérateur de points n'est pas commutatif, comme d'habitude, hein, et il est distributif pour l'addition à gauche et à droite. Bon, ça, c'est des choses qui sont très faciles à montrer. Je les affirme pour que vous les ayez en tête. Hein, mais bien sûr, tout ça se démontre très, très facilement. Alors, comme d'habitude, chaque fois qu'on définit un nouveau tenseur, là j'ai un tenseur d'ordre P plus Q moins 4, hein, eh bien je vais écrire ces composantes en fonction des composantes P et Q comme tout à l'heure. Hein. Alors en fait, je prends un exemple pour P égale 3 et Q égale 2. Hein. En fait, le résultat P2.Q, si j'ai 3 et 2, ça fait 5, moins 4, ça fait 1. Donc le résultat, c'est un vecteur. Il a un seul indice. D'accord? Et donc, ça s'écrit tout simplement comme ça. P-I-M-N, Q-M-N. Alors, regardez bien. En fait, la sommation sur N que j'ai ici, c'est la trace PP plus 2 du produit tensoriel. Vous voyez les deux N, comment ils sont placés? P plus 2 du produit tensoriel. Hein? Donc, le troisième et le cinquième indice. D'accord? Et ensuite, quand je prends la deuxième trace qui est marquée là, c'est la deuxième sommation qui rentre en jeu, c'est avec les M. Hein. Ça, c'est la trace P-1P du résultat précédent. Bon, en fait, pour faire un double produit contracté, maintenant que vous voyez les composantes, c'est facile. Vous prenez les 2 derniers indices de P, vous les sommez avec les 2 premiers indices de Q, et vous obtenez les composantes du produit doublement contracté. Mn, Mn. Voilà les 2 sommations qu'il faut écrire. D'accord? Et j'obtiens un tenseur d'ordre 4. Bien. Alors, vous pouvez aussi bien l'écrire comme ça. Ça dépend des composantes de P que vous avez et de Q que vous avez. C'est toujours, en fait, les 2 derniers indices de P qui sont sommés avec les 2 derniers indices de Q.
Mais en respectant les règles de convention d'Einstein, c'est-à-dire qu'il faut que vous preniez les bonnes variances sur P et sur Q pour que vous puissiez écrire les sommations. D'accord? Voilà. Bon. Alors, encore, si P égale 2 et Q égale 2, le résultat est un tenseur d'ordre 0. 2 plus 2 moins 4, ça fait 0. D'accord? Et donc, en fait, ça va s'écrire, en utilisant la règle précédente, hein, Mn, donc il n'y a plus d'indice réel, tous les indices sont sommés, hein, et ça nous donne un réel. On verra dans un instant, dans la deuxième partie du cours, que c'est même un produit scalaire dans l'espace des tenseurs d'ordre 2. Bien. Alors, on peut inventer, ça nous arrivera occasionnellement, hein, des contractions plus grandes. Hein, mais vous avez compris que je peux contracter 3 fois, 4 fois, 5 fois, hein, pourvu que le tenseur d'ordre P et le tenseur d'ordre Q aient des indices suffisants, c'est-à-dire qu'ils soient au moins d'ordre 3, d'ordre 4 ou d'ordre 5, etc. Et c'est toujours la même règle, hein, c'est-à-dire que je prends la sommation sur les derniers indices de P. Par exemple, si je fais une contraction triple, je prends les trois derniers indices de P qui sont sommés avec les 3 premiers indices de Q. C'est la même règle. Vous voyez? Voilà. Bon, je regarde ce qu'il y a après, mais ouais, c'est bien. C'est un bon moment pour faire la pause. Comment? Ah oui, est-ce qu'il y a des questions? Pour les questions, on va essayer de les enregistrer aussi. Je pense que ça va pas marcher. On va essayer comment. Donc vous posez dans le poste. Même s'il n'y a pas de son extérieur. Oui, page 19. Alors, contrôle L là. Ah. 23, 22, 20, 19. Ah, bah pourquoi il saute? Bon, je vais faire ça à la main. Ouais. Hein? Allez. 15. Ouais, j'avais un lecteur de PDF qui était plus pratique que celui-là. Mais bon, alors allons-y, ouais. Oui. Alors, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, est-ce que tout tenseur d'ordre P plus Q peut s'écrire sous une forme similaire à celle-ci? Est-ce que tout tenseur... Non. Non. C'est-à-dire qu'un tenseur d'ordre 5 n'est pas toujours un produit tensoriel de tenseurs d'ordre droit et de tenseurs d'ordre... Non, la réciproque est fausse. Bonne question. Par exemple, une application qu'on verra en toute fin du cours, c'est les tenseurs uniaxiaux, qui sont précisément des tenseurs qui sont le produit d'un tenseur vectoriel par un lui-même. Et donc, tous les tenseurs ne peuvent pas s'écrire comme ça. Mais ça donne quand même un tenseur du second ordre, mais tous les tenseurs du second ordre ne s'écrivent pas comme des produits tensoriels de tenseurs du premier ordre. Voilà. D'autres questions? Oui? Ouais, voilà. Pour le produit doublement contracté de deux tenseurs, les indices contravariantes de Q, et si on les change dans l'ordre NM, est-ce que ça va changer? Oui, ça change. Le résultat? Ouais. Il faut vraiment les prendre dans cet ordre-là. Oui. Bon, sauf si le tenseur Q est symétrique. On n'a pas encore défini ce que c'est qu'un tenseur symétrique, mais vous avez raison, ça ne change rien si QMN est égal à QNM. C'est clair. Hein. Mais normalement, pour des tenseurs ordinaires, c'est dans cet ordre-là. Ça change. D'autres questions? Bon.
Alors on fait une pause. Hein. On va dire